Ouais, le rapport à ma communauté, il a changé. Parce que quand tu prends de l'importance sur Internet, et ça, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte sur Internet, notamment des influenceurs, t'as un ascendant sur les gens psychologiques qui est pas bien. J'en ai fait les frais aussi. J'ai été victime d'ascendant psychologique sur Internet aussi. Il faut faire très attention. Voilà. Moi, du coup, j'ai décidé de prendre une distance par rapport à ma communauté. Ma communauté sont des gens qui regardent mes vidéos. Et j'ai décidé de ne pas être dans la proximité avec eux. Ça marche à moitié. Je ne suis pas encore trop satisfait de ma manière de le discerner parce que finalement, une partie de mon travail, c'est aussi de nourrir des relations parasociales. Et j'aimerais que ce ne soit pas le cas. J'aimerais que mes vidéos soient prises dans un vide, mais c'est impossible. Et aussi parce que je suis un mec sensible et que du coup je parle beaucoup de comment des trucs m'ont impacté, etc. Et que je suis très vocal sur ça dans Findings parce que, encore une fois, j'écris pas comme s'il y avait des gens qui allaient m'écouter, du moins pas beaucoup. Du coup, c'est une balance compliquée que je vais essayer de mieux gérer. Je peux pas me permettre d'être pote comme j'ai pu l'être avec tous mes abonnés. Une période où j'étais trop content, ouais, j'ai enfin des amis. J'étais très seul quand j'étais petit. Bonjour à tous, c'est Feldup. Salut tout le monde, c'est Feldup. J'ai toujours tendance à dire, regardez la vidéo en entier. Ce texte décrit donc cette hypothèse selon laquelle on pourrait traverser la réalité elle-même. Le Findings numéro 1 qui m'a lancé un peu dans l'algorithme. Et aujourd'hui, il n'a pas tellement de vues que ça, hein, mais c'est le finding sur Andrew Gosden, un enfant qui a disparu au Royaume-Uni. C'est simple, je comprends pas du tout ce qui se passe dans cette histoire. Elle apparaît le 20 janvier 2019 dans les recommandés de plein de gens. Et d'un coup, je me souviens, je me réveille, alors que ma chaîne était stagnée à 5000, 6000 abonnés depuis 2 ans. D'un coup, je gagne 1000 abonnés en un jour, genre. Ensuite, il y a eu la vidéo sur FL 1815. FL 1812, pardon. M'en souvenez plus. Attends, c'est long. J'ai trouvé cet appareil photo Canon 1100D sous un abribus vers les buttes Chaumont, arrêt Armand-Carrel. Et ainsi s'ensuit un mystère qui va s'étoffer à chaque post réalisé par son compte Twitter. Après, il y a eu la vidéo sur Elan School, qui est encore aujourd'hui ma vidéo la plus vue, je crois. Laissez-moi vous parler de l'école la plus controversée de l'histoire, la plus violente, vous expliquer son histoire, qui l'a fondée, pourquoi elle était aussi violente, et enfin, j'essaierai de vous expliquer pourquoi elle a continué à subsister pendant 41 ans. Et Elan School, c'était le moment de la véritable explosion. Ça a été posté pendant un des confinements, je crois, et je me souviens que c'était une période de 2 mois où j'ai gagné 100 000 ou 200 000 abonnés. Quand le confinement s'est terminé, il y a eu vraiment le jour et la nuit. J'allais dehors, les gens me reconnaissaient. Avant, ça n'arrivait pas. Et d'un coup, c'est une montée de pression, etc. Et tout. Je me rends pas forcément compte du nombre de gens qui regardent mes vidéos. Et je peux me donner une image de moi-même qui n'est pas forcément la plus juste. Je suis pas un mec qui regarde des trucs terrifiants tout le temps. J'ai une vie ordonnée et je fais juste du travail documentaire. En 2021-2022, j'ai fait un focus sur un des sujets, c'était la curiosité morbide. C'est normal d'avoir de la curiosité morbide. Comment est-ce qu'on peut expurger ça de manière contrôlée? Est-ce que c'est normal d'en avoir? Par contre, il y a des manières plus saines de l'assouvir qu'autre chose. Et le problème, c'est que ça a créé une attente. Les gens m'ont tout de suite vu comme le mec hardcore, alors que non. La vérité, c'est que non. Ça me fait rire parfois de jouer sur cette image, mais en vrai, à partir de 2023, j'ai décidé de stopper un peu ce genre de sujet. Déjà parce que, au bout d'un moment, parler tout le temps de criminels pédophiles, parler tout le temps de meurtres infâmes, de vrais sujets de société, moi aussi, ça m'atteint. Et du coup, où je remarque qu'il n'y a pas forcément cette attente, je ne ressens pas une pression de parler de trucs extrêmes, donc ça va. Mais je sens que je suis attaché à cette image et que c'est un peu aussi de ma faute, hein, que ce soit parce que j'ai traité des sujets parfois avec un peu de maladresse, notamment au début des findings. Parfois j'ai été maladroit, tu vois. Je pense notamment, il y a eu une trilogie de vidéos que j'avais fait autour de 2022, début 2022. C'était sur la face cachée de YouTube. Je parlais de 3 cas de youtubeurs qui chacun avait vécu ou fait des choses horribles. Et dans ces vidéos-là, mon propos était pas clair. Et ça sonnait sensationnaliste. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi depuis. J'essaye de me poser des questions quand même
sur mon traitement, est-ce qu'il est juste. Donc en soi, ça a changé ma manière d'écrire, c'est vrai. Je dirais que le truc que je retiens de faire des trucs sur Internet, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai dit. C'est de pas trop parler de soi en fait. Ça c'est mon plus gros regret d'Internet. C'est quand j'étais au collège et au lycée et que j'allais pas bien, je parlais tout le temps de comment ça allait pas bien partout sur les réseaux. Puis c'est devenu une arme qu'on peut utiliser contre moi, dans le sens où on peut l'utiliser pour me faire du mal. Au-delà de ça, je dirais que c'est important de se rendre compte de l'influence qu'on a très tôt, de comment du fait qu'on s'adresse à des gens qui ne te voient pas forcément comme un être humain, mais comme une sorte d'entité, un truc différent. Pourquoi on aime se faire peur sur Internet? C'est quoi ce frisson? Pourquoi on recherche le frisson, genre? C'est complètement psychologique et c'est normal, c'est humain. Le cerveau aime pas l'imprévu. Du coup, pour enlever tout ce qui est imprévu, etc., il aime bien se placer dans des scénarios stressants, dans des trucs, etc., pour être sûr d'être prêt au pire. Je crois que c'est un truc comme ça qui fonctionne. Tu apprends à avoir moins peur dans le futur si jamais il se passe un truc grave, si tu regardes un truc qui fait peur de manière contrôlée. Je pense aussi que l'attrait de l'horreur, c'est aussi l'attrait du mystère. Et moi, c'est ça ce qui me fascine le plus en réalité. C'est le mystère, c'est la frustration que pose un mystère non élucidé. Vous n'auriez jamais dû prendre cet appareil photo. Comment voulez-vous que je vous restitue l'appareil? Si vous avez trouvé ce numéro, c'est trop tard pour l'appareil. C'est quoi le compte à rebours? Vous avez désormais des problèmes qui vont arriver bien avant la fin du compte à rebours. Il y a plein de raisons différentes pour lesquelles on pourrait regarder de l'horreur. Pour regarder de l'horreur, par exemple des documentaires criminels, on regarde ça parfois par curiosité malsaine, parfois aussi pour l'information. Et se dire, ça peut arriver, voilà comment les choses se sont passées. C'est pour ça que je me focalise toujours sur, du moins j'essaye, sur le vécu des victimes dans ce genre de situation. Et aussi sur comment s'est passée l'enquête, montrer comment les enquêteurs sont parfois très bons ou parfois des billes complètes. Regarder un contenu sur un mystère d'Internet, ça peut aussi être pour ouvrir son esprit fantastique. Juste, c'est fascinant de voir des gens qui construisent des mystères non élucidés, tout ce qui est Cicada 3301, des énormes jeux de pistes. On n'a jamais eu l'explication de pourquoi. Ça, c'est juste humain. On a envie d'avoir des informations qui ont des informations manquantes, juste pour la satisfaction de remplir les informations manquantes, jusqu'à ce qu'on se rende compte que parfois il n'y en a pas, et que ça c'est encore plus fascinant. Je sais pas, moi, il y a plein de raisons pour lesquelles l'horreur c'est fascinant.